Alors aujourd'hui, on plonge au cœur d'une véritable merveille d'ingénierie biologique, les tissus musculaires. C'est un voyage au centre de la force qui nous anime, que ce soit pour un simple clignement d'œil ou pour le battement absolument infatigable de notre cœur. C'est la question fondamentale, n'est-ce pas? Une question qui paraît toute simple, mais qui cache en réalité une complexité assez incroyable. C'est toute une cascade d'événements qui part d'un signal électrique dans le cerveau pour arriver à la contraction de milliards de protéines. Et c'est ce voyage qu'on va faire ensemble. Pour bien commencer, il faut faire connaissance avec les 3 grands protagonistes de notre histoire. D'abord, le muscle squelettique, celui de l'action, celui qu'on contrôle. Ensuite, le cardiaque, ce métronome infatigable qui rythme notre vie. Et enfin, le muscle lisse, l'ouvrier discret qui s'occupe de nos organes internes. 3 types, 3 rôles bien distincts, mais qui reposent tous sur un mécanisme de base commun qu'on va décortiquer. Allez, c'est parti, on plonge. Et on va commencer par le plus connu, le plus familier. Le muscle squelettique. Il faut savoir qu'il représente quand même jusqu'à 45% du poids d'un adulte. C'est une usine de force, organisée avec une précision quasi militaire. Pour bien visualiser, imaginez le muscle un peu comme une poupée russe. La plus grande poupée, la plus externe, eh bien c'est le muscle lui-même, dans son intégralité. Il est enveloppé dans une sorte de gaine protectrice très robuste qu'on appelle l'épimysium. Cette première couche, elle est là pour assurer la cohésion et la protection de l'ensemble. C'est vraiment l'intégrité de la structure. Bon, maintenant, ouvrons cette première poupée. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Des paquets plus petits. Ce sont les faisceaux musculaires. Et chacun de ces paquets est lui aussi soigneusement emballé dans sa propre enveloppe, le périmysium. On commence à voir se dessiner une organisation en couches successives. Et ce n'est pas un hasard, c'est la clé de sa force. On continue. Si on ouvre un de ces faisceaux, on trouve enfin l'unité de base, la cellule musculaire, qu'on appelle aussi le myocyte. Et attention, ce n'est pas n'importe quelle cellule, c'est un véritable géant. Une seule cellule peut faire jusqu'à 30 cm de long. Elle a aussi des centaines de noyaux qui sont tous repoussés sur les côtés pour laisser un maximum de place à la machinerie interne. Et à l'intérieur de ce géant, le voyage n'est pas fini. On y trouve des centaines de cylindres encore plus petits, les myofibrilles. Ce sont elles, avec leur organisation millimétrée, qui donnent aux muscles cette espèce striée si caractéristique. On se rapproche du moteur là. Et nous y voilà, le cœur du réacteur, le sarcomère. C'est l'unité la plus fondamentale, microscopique de la contraction. Absolument toute la force qu'on est capable de générer prend naissance ici, dans cette toute petite structure de quelques micromètres à peine. Ok, maintenant qu'on a trouvé le moteur, il faut voir comment il fonctionne. Comment est-ce qu'une structure aussi minuscule peut nous permettre de soulever des poids, de courir ou même juste de nous tenir debout? La réponse, c'est une sorte de danse moléculaire d'une élégance incroyable. Le point vraiment crucial ici, c'est l'organisation. Un sarcomère, ce n'est pas juste un tas de protéines. Non, c'est une architecture hyper précise, faite de filaments qui glissent les uns sur les autres. Chaque petit sarcomère qui se raccourcit contribue à l'effort global. C'est la somme de millions de contractions minuscules qui fait la force d'un muscle. Faisons connaissance avec les 2 acteurs principaux de cette danse. D'un côté, on a la myosine, qui forme les filaments épais. Il faut l'imaginer comme un moteur moléculaire, avec des têtes qui peuvent s'accrocher et tirer. Et de l'autre côté, on a l'actine, qui forme les filaments fins. L'actine, c'est en quelque sorte le câble sur lequel le moteur va tirer. Et ce qui est vraiment stupéfiant, c'est la densité de ces moteurs. Chaque filament épais, en réalité, c'est un assemblage de 300 à 400 molécules de myosine individuelles. C'est une véritable armée de moteurs, prêts à s'activer en une fraction de seconde. Alors, regardons cette chorégraphie de plus près, en 5 étapes. D'abord, l'activation. Un signal nerveux arrive et provoque la libération de calcium. Le calcium, c'est la clé de contact. Étape 2, l'exposition. Le calcium va démasquer les sites où la myosine peut s'accrocher sur le câble d'actine. Étape 3, l'attachement. Les têtes des moteurs de myosine s'accrochent fermement à l'actine. Étape 4, le moment crucial, le glissement. La tête de myosine pivote avec force et tire le filament d'actine. C'est là que la force est générée. Et enfin, étape 5, le détachement. Une molécule d'énergie, l'ATP, vient se fixer sur la tête, ce qui lui permet de se détacher, prête à recommencer le cycle. Répétez ça des milliers de fois par seconde et vous obtenez un mouvement. Mais toute cette incroyable machinerie ne servirait à rien sans un échafaudage solide pour la maintenir en place. Et c'est là qu'interviennent d'autres protéines. On a par exemple la titine, un ressort moléculaire géant, et on a la dystrophine qui ancre tout cet appareil contractile à la membrane de la cellule.
On comprend tout de suite pourquoi son intégrité est vitale. Une seule petite mutation sur le gène de la dystrophine et cet ancrage se brise. L'édifice s'effondre. C'est ce qui cause la terrible myopathie de Duchenne. On voit bien que chaque pièce, même invisible, est absolument essentielle. Allez, on quitte le muscle de l'action volontaire pour un muscle dont la mission est peut-être encore plus extraordinaire, le cœur. Il utilise exactement le même moteur, le sarcomère, mais il l'a adapté pour une tâche surhumaine, battre de manière autonome, coordonnée et sans jamais s'arrêter. Plus de 3 milliards de fois au cours d'une vie. Les cellules cardiaques, les cardiomyocytes, sont vraiment uniques. Elles sont plus courtes, n'ont qu'un seul noyau, mais leur caractéristique la plus frappante, c'est qu'elles sont interconnectées. Elles forment des sortes de branches en Y. Elles ne travaillent pas en parallèle comme des câbles, non, elles tissent un véritable réseau en 3 dimensions, conçu pour que tout se contracte comme un seul bloc. Le secret de cette synchronisation parfaite, il se trouve dans des jonctions très spéciales, les stries scalariformes. Il faut les voir comme une sorte de soudure ultra-résistante qui agit comme une colle mécanique pour supporter la pression, mais aussi comme une autoroute électrique qui permet à l'influx nerveux de se propager quasi instantanément d'une cellule à l'autre. C'est grâce à ça que des millions de cellules battent à l'unisson. Et cette spécificité, elle a une application médicale absolument capitale. Le cœur produit ses propres versions de certaines protéines, comme la troponine. Normalement, elle reste bien sagement dans les cellules. Mais lors d'un infarctus, quand des cellules cardiaques meurent, elle la relâche dans le sang. La détecter dans une prise de sang devient alors un signal d'alarme, un marqueur hyper précis qui permet aux médecins de poser un diagnostic vital. On termine notre voyage avec le héros le plus discret, mais qui est tout aussi essentiel, le muscle lisse. On ne le commande pas, on ne le sent pas travailler, mais il bosse sans relâche en coulisses. Dans la paroi de nos artères pour gérer la pression sanguine, dans notre tube digestif pour faire avancer les aliments, c'est le grand régulateur silencieux de notre corps. Sa cellule, le léomyocyte, est à son image efficace et discrète. Elle a une forme de fuseau, et elle n'a pas les belles striations de ses cousines parce que sa machinerie est organisée différemment. Sa spécialité, à elle, ce n'est pas la force brute et explosive, mais plutôt une contraction lente, soutenue et incroyablement économique en énergie. Son mécanisme de contraction, c'est une autre variation sur le même thème. Le calcium est toujours le signal de départ, ça ne change pas, mais ici, pas de troponine. Le calcium va se lier à une autre protéine, la calmoduline. Ce complexe va ensuite activer une enzyme qui, à son tour, va allumer les moteurs de myosine. C'est un processus un peu plus lent, mais qui permet une régulation beaucoup plus fine, ce qui est parfait pour ses fonctions de contrôle. Et voilà, notre voyage du macroscopique au moléculaire est terminé. On est parti du visible pour arriver à l'invisible. Et qu'est-ce qu'on a découvert? Que de la puissance d'un biceps à l'endurance du cœur, en passant par la régulation subtile d'une artère, tout repose sur une seule et même idée de génie, le glissement de filaments. La nature a simplement pris ce moteur moléculaire unique et l'a adapté à des fonctions complètement différentes. Ce voyage au cœur de nos propres cellules nous montre à quel point cette architecture est à la fois robuste et fragile. Comprendre ces mécanismes en détail, que ce soit pour la dystrophie ou l'infarctus, ça ouvre des portes incroyables pour réparer ce qui est cassé. Mais l'exploration est loin, très loin d'être terminée. Et on peut se demander, face à une telle complexité, quelles autres merveilles d'ingénierie se cachent encore au plus profond du moteur de la vie.